ambiance. Hello, bonjour, welcome. Nous aurions pu enregistrer cet épisode en terrasse, mais ce n'est pas le cas. Par contre, c'est peut-être le vôtre en ce moment, donc le casque sur les oreilles, au soleil, une paille dans le verre et quelques cacahuètes à partager, tout en respectant les gestes barrières, bien entendu. Nous vous souhaitons alors de passer un agréable moment en apprenant, je l'espère, des tas d'infos sur notre univers WordPressien. Ouais, je viens d'inventer. Aujourd'hui, les amis VP Note, ouais, bon, je vais arrêter là avec les allégories, ça c'est pas très bien. Aujourd'hui donc, plein d'infos croustillantes sur les nouveautés WordPress, ses extensions, des dramas et un invité qui nous parlera de newsletter. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Deroc, Product Manager de la solution ACI Mailing. Bonjour Alexandre. Bonjour et enchanté. Enchanté de même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme pour tous nos invités, je t'invite à intervenir quand tu veux pendant l'émission et ne pas hésiter à interrompre JB pendant ses longs monologues. Voilà, WordPress On Air numéro 11, avec ou sans couvre-feu, c'est maintenant. Yeah. WordPress. That's really cool. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool. Oh, wow. Ah, c'était la version longue de l'introduction, une fois n'est pas coutume. Une version Simon, extended. Voilà, Simon, au sommaire donc, de cette émission. Donc, au sommaire, une partie news plutôt très bien fournie. Voilà, on a pas mal de choses à vous dire. Ensuite, comme tu l'as annoncé, nous avons le plaisir d'avoir Alexandre Deroc d'ACI Mailing avec nous pour parler newsletter et emailing. Ensuite, nous parlerons du WordCamp Ramp et de certains meet-up. Et ensuite, on aura une petite partie info animée par Eddy. Voilà. Ok, alors du coup, c'est à moi de commencer avec les nouveautés à venir de WordPress 5.8. On a déjà parlé un petit peu au dernier podcast et puis on va peut-être en reparler au prochain. Mais voilà, on dissémine petit à petit les informations. Alors, la première information dont je voulais parler, c'était l'arrivée du pattern directory, donc du répertoire de patterns de composition pour Gutenberg. Qui du coup arrive. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu différent des répertoires qu'on connaît, à savoir les trois répertoires, le répertoire de thèmes, le répertoire d'extension et puis le répertoire de blocs, qui est un sous-répertoire du répertoire d'extension. En fait, le pattern directory, c'est quelque chose qui va permettre en fait, de retrouver des patterns pour l'éditeur, pour Gutenberg, donc des compositions de blocs, en fait, des agencements de blocs un petit peu spéciaux, avec des fois un peu de CSS custom, etc., pour finalement avoir des mises en page un peu avancées et puis que tout le monde puisse les partager directement. Donc, du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez carrément tester ça dès aujourd'hui, en fait, parce que il y a déjà un MVP en fait, qui est en train d'être mis en place. Alors, pour ceux qui suivent la vidéo, si jamais on fait une vidéo de ce podcast, je vais leur demander d'attendre que Eddy m'autorise le partage d'écran. Et dès qu'il m'aura autorisé à partager mon écran, je vais pouvoir partager ça. En gros, ce pattern directory, du coup, c'est vraiment un outil assez simple qui permet aux gens de finalement proposer des patterns, des compositions de blocs à l'ensemble de la communauté. Et ensuite, derrière, il y a juste à cliquer sur un bouton copier et puis vous allez récupérer le pattern et pouvoir la composition de blocs et pouvoir l'utiliser sur votre site directement. Ça va intégrer directement le CSS, etc., etc. Bon, je suis désolé du coup pour ceux, là tu couperas peut-être, mais je suis désolé, je ne peux pas partager l'écran, sinon ça va virer le son, le partage de son. On rajoutera la vidéo au montage, il n'y a pas de souci avec la petite explication. Est-ce que les patterns viennent avec des feuilles de style en fait? Est-ce qu'on pourrait avoir deux patterns identiques mais avec des feuilles de style différentes? C'est possible. Après, l'objectif ici, c'est le moins possible d'intégrer des feuilles de style, donc des styles très spécifiques,
en dehors finalement des styles qui servent à la mise en page. Donc ça va se limiter globalement à ça, ce qui est très difficile à vérifier. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la review, c'est-à-dire de la validation des patterns. Pourquoi? Parce que si dans ton thème, du coup, tu utilises les couleurs, je sais pas moi, un bleu, blanc, rouge, parce que tu fais le site du gouvernement, si tu as un pattern qui est vert, jaune, rouge, voilà, c'est cool, ça fait reggae, mais c'est pas forcément adapté. Donc en fait, les couleurs, les typos, etc., justement, il faut éviter. Ce qu'il faut, c'est uniquement avoir des règles de mise en page, des marges, ce genre de choses, en fait, finalement, qui sont vraiment en fait, de la mise en page en fait, du layout. Donc, le pattern directory, vous pouvez le tester. Voilà ce que je voulais montrer. Vous pouvez... Allez, encore un truc de plus à couper pour Eddy. Il pensait ne pas avoir à faire de montage. Donc, le pattern directory, vous pouvez le retrouver dès aujourd'hui en allant sur wordpress.org/patterns. Je vérifie, mais oui, c'est bien avec un S. P-A-2-T-E-R-N-S. Ouais, P-A-2-T-E-R-N-S. Et donc, du coup, vous retrouverez des compositions de blocs qui sont pour l'instant un petit peu celles par défaut, avec des catégories, galeries, boutons, etc., etc., call to action. Bon, il y en aura de plus en plus, évidemment. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait faire des suggestions de mise en page. À ça, en fait, du coup, l'idée, c'est de répondre à quelque chose qui est né en fait avec Gutenberg, c'est l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire qu'on a plein de possibilités, on peut faire plein de choses, plein d'agencements, etc. Mais on est face à une page blanche. Donc, les compositions de blocs permettent d'y répondre. Et effectivement, l'idée, c'est de proposer des suggestions permettant d'enrichir un peu son layout, ses mises en page. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le pattern directory qui en fait finalement est déjà disponible, mais ce qui va arriver dans WordPress 5.8, c'est la discoverability, donc c'est le fait de pouvoir les découvrir, les intégrer directement, potentiellement depuis son back-office, son éditeur, etc., si la fonctionnalité en tout cas est activée sur le site. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de proposer en fait des suggestions de mise en page. On verra pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Je rappelle qu'en cliquant sur le petit plus bleu pour aller chercher votre galerie de blocs, vous avez 3 onglets en fait à l'intérieur, pour peu qu'il y ait déjà des compositions et des blocs réutilisables. Donc vous avez ces 3 onglets, blocs, composition et réutilisable. Donc c'est dans l'onglet composition qui elle-même est rangée en sous-catégories avec un petit menu déroulant. Vous trouverez des compositions, donc des sortes de thèmes de blocs prédéfinis. Voilà. Voilà. Pour en dire plus sur le pattern directory, comment ça se présente, voilà, c'est un moteur de recherche de pattern qui ressemble, de composition qui ressemble un petit peu au moteur de recherche de thème. D'ailleurs, avec tous ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il en existe. C'est un peu comme la recherche d'extension. Et je pense que Alexandre pourra en parler peut-être, parce que je sais qu'il lutte un peu contre ce répertoire. Mais du coup, en fait, une fois que vous cliquez sur un pattern, vous pouvez directement le copier-coller dans votre éditeur, ou vous pouvez aussi le favoriser, donc le mettre en favori. Et puis, si vous cliquez sur le pattern, vous avez des informations sur l'auteur, etc., etc. Donc voilà, un outil de contribution qui, pour le coup, n'est pas vraiment technique, mais plutôt éditorial. Donc c'est assez intéressant, finalement. Voilà. Sur 5.8, j'ai un autre sujet qui ravira peut-être sûrement les personnes qui, les freelances, les agences, les personnes qui développent du code custom et puis les éditeurs d'extension éventuellement aussi. C'est l'arrivée d'un nouvel en-tête, un nouveau header disponible pour les éditeurs, les créateurs d'extensions et de thèmes. Donc les personnes en fait, qui créent des thèmes et des extensions sur mesure, par exemple. Sur mesure ou premium, par exemple, qui ne sont pas sur le repo. Aujourd'hui, on a un gros souci qui existe depuis 15 ans maintenant, en fait, finalement. C'est que moi-même, je crée une extension, par exemple, qui va être, où je prends l'exemple de l'agence Woodonite, du coup, on crée un thème, par exemple, qui s'appelle Woothème, voilà, parce qu'on va le déployer sur le site d'un client ou de 2 clients, etc. Ce thème, donc, qui est sur mesure, il ne va pas être sur le repo. Le problème, en fait, c'est que notre thème, du coup, le dossier du thème s'appellera Woothème. Et derrière, en fait, si jamais quelqu'un d'autre met un thème sur le repo, WordPress.org, qui s'appelle Woothème aussi, et que derrière, il fait une mise à jour qui dépasse le numéro de version de mon thème à moi, même s'il est sur mesure, dans le back-office, je vais avoir une mise à jour disponible. Si le client, du coup, de l'agence clique sur mettre à jour, il va écraser du coup le thème sur mesure et le remplacer par celui du repo.
Donc voilà, il va y avoir du coup dans 5.8 du coup la possibilité pour les éditeurs, enfin les créateurs de thèmes et d'extensions, de dire en fait via un en-tête qui s'appelle Update URI, qui permet du coup de définir en fait un domaine, par exemple whodunit.fr pour ce qui nous concerne, vous remplacez par votre nom de domaine à vous, et les mises à jour ne peuvent venir que de ce domaine-là. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez aussi mettre false, tout simplement, false, qui permettra du coup de dire je ne prends pas de mise à jour. C'est un thème sur mesure qui a été fait en one shot et pas de mise à jour voilà, pour ce thème. Et c'est pareil pour les extensions. Donc quelque chose de très intéressant qui permettra d'éviter voilà, ce genre de petits soucis qui n'arrivent pas très fréquemment, mais en fait qui peuvent arriver. Là, je prends l'exemple de WooTheme. Voilà, potentiellement, en fait, Woo, c'est un terme très générique, ça veut dire qui, et c'est tout à fait possible que quelqu'un sur le repo mette un jour un thème qui s'appelle WooTheme. Voilà, donc une petite fonctionnalité intéressante de WordPress 5.8. Et puis, je garde les autres fonctionnalités qui arrivent, du coup, pour notamment le full site editing qui intéresse tout le monde, pour le prochain podcast. C'est à mon tour. Google a annoncé a annoncé que la sortie des Core Web Vitals, est repoussée. Donc, pour rappel rapidement, les Core Web Vitals, c'est 3 nouveaux indicateurs de Google pour mesurer le temps de chargement, la réactivité et la stabilité d'une page web. Nous en parlions justement dans l'épisode précédent avec Jonathan de WP Rocket, donc n'hésitez pas à l'écouter. Donc Google avait annoncé une sortie initiale en mai 2021, mais qui est finalement reportée. Cette sortie sera donc progressive de mi-juin jusqu'à fin août 2021. Et c'est de nouveau JB pour une mise à jour d'extension qu'on est nombreux à utiliser dans la communauté WordPress. C'est Gravity Forms, qui est une extension permettant de gérer des formulaires. Alors, il y a bien sûr, on n'est pas sur France Info, on a le droit de citer des marques, nous, donc il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, on sait qu'il y a Formidable Forms et qu'il y a WP Forms, par exemple, aussi, qui sont d'autres alternatives de tout aussi bonne qualité. De notre côté, et puis de mon côté, même avant de bosser chez Whodunit, d'ailleurs, j'ai toujours bossé avec Gravity Forms depuis très, très, très longtemps. J'ai oublié de citer Contact Form 7, l'extension historique, mais voilà, on la connaît tous. Donc, Gravity Forms, du coup, a sorti une nouvelle version 2.5, suivie d'ailleurs assez rapidement d'une version 2.5.1 pour corriger quelques petits soucis. C'est une version sur laquelle ils bossent depuis l'été dernier, donc vraiment pas mal, au minimum depuis l'été dernier. Donc, vraiment pas mal de boulot engagé et une belle mise à jour, puisque du coup, il y a un redesign complet, en fait, finalement, de l'éditeur de formulaire. Et cet éditeur de formulaire, il ressemble étrangement à quelque chose qu'on connaît un peu, c'est-à-dire à l'éditeur de blocs, puisqu'on va déplacer les champs un petit peu comme des blocs, etc. Il manque quelques fonctionnalités pour que ça soit vraiment, que ça s'en approche vraiment, mais on apprécie beaucoup la gestion notamment des colonnes, c'est-à-dire qu'on peut mettre des champs les uns à côté des autres de façon assez facile. Ça utilise le même système de colonnage, un système très similaire en tout cas que Gutenberg, donc c'est basé sur du Flex, etc. Ça marche un petit peu sur tous les systèmes. On a testé du coup à l'agence, franchement, on est plutôt ravis. En plus, finalement, ça va vraiment dans la philosophie du projet Gutenberg, qui serait de dire, on a le moins besoin d'apprendre de concepts possibles pour pouvoir manipuler les éléments de son site internet. C'est-à-dire que on a une interface, par exemple, de l'éditeur, on a une interface pour Gravity Forms, l'ancienne interface où on drag and drop des éléments, mais ça ne ressemble pas du tout visuellement. Là, l'idée, c'est d'avoir une expérience éditoriale uniforme. Donc, vraiment, ça va vraiment dans la philosophie du projet. Chapeau, et puis c'est très joli en plus, très sympa. Il y a encore un peu des bugs, on en a vu, moi en tout cas j'en ai vu, mais globalement c'est plutôt sympa. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que si, comme nous à l'agence, vous avez préparé des styles pour Gravity Forms, pour justement avoir des styles un petit peu préfaits pour surcharger, etc., ils continuent à marcher, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rétrocompatibilité en front, et ça, vraiment chapeau. Donc, bravo à l'équipe de Gravity Forms. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Et j'apprécie d'autant plus parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations sur l'accessibilité des formulaires.
Pour ça, en fait, du coup, ils ont mandaté des experts de la communauté, d'ailleurs WordPress, de l'équipe d'accessibilité de WordPress, ou des anciens de l'équipe d'accessibilité d'ailleurs, pour être exact, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, donc qui ont fait un super boulot pour auditer Gravity Form tel qu'il était avant et pour le rendre vraiment super conforme en termes d'accessibilité. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, super taf, bien joué. Donc, pour l'une des dernières news, on va parler rachat. Voilà, on va parler gros sous, puisque Liquid Web acquiert GitWP, donc GitWP, qui est l'un des plus gros plugins de dons et de collecte de fonds les plus populaires, avec plus de 100 000 installations actives, a été acquis par Liquid Web. Alors, Liquid Web, pour information, c'est un hébergeur web qui a notamment sous son giron Items, The Event Calendar, Restrict Content Pro et Cadence WP. Donc, c'est quand même pas des rigolos. Et donc, ce rachat rajoute donc une nouvelle corde à l'arc déjà bien fourni de l'équipe web qui ne s'arrêtera sûrement pas là. Et donc, un rachat ne vient jamais sans un autre, puisque WP Media a été racheté par le groupe One. Alors, le groupe One, en fait, la société mère de One.com, c'est un spécialiste de services en ligne. Et donc, à travers ce rachat, l'objectif du groupe One est d'être les meilleurs en termes de performance sur le marché WordPress, car il faut le savoir qu'ils hébergent le plus grand nombre de sites WordPress en Scandinavie et aux Pays-Bas, notamment grâce à leur précédent rachat en 2020 de la société d'hébergement finlandaise Zuner. Et donc, WP Media opérera ainsi avec le statut d'une marque indépendante, mais en conservant la totalité de ses effectifs actuels. Ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'auraient pas écouté le podcast précédent, tu peux rappeler les produits phares de WP Media. Qui est WP Rocket, bien sûr. WP Rocket et Imagify. Le plugin de cache incontournable sur WordPress. Et ouais, c'est ça. Et juste, je voudrais revenir avec Liquid Web parce que peut-être qu'effectivement, ils ont fait une sacrée acquisition avec GitWP, mais nous, on a fait une sacrée acquisition et ils s'en sont peut-être pas rendus compte, mais ils vont s'en mordre les doigts parce qu'on a récupéré un de leurs développeurs, Jérémy, voilà, un niçois, qui nous a rejoint et on leur a piqué sûrement un de leurs meilleurs développeurs, je pense, parce qu'on est ravis de bosser avec lui. Coucou Jérémy. Salut. Alors, on ne l'a pas mis dans le conducteur, surprise, attention. Ouais. Mais on en a discuté il n'y a pas très longtemps et j'ai annoncé dans mon intro, j'ai parlé de drama. Ouais. Et je voulais JB, si tu peux faire court, mais rapidement, nous parler de cette histoire cette technique un peu frauduleuse de rachat d'extensions pour des notes sur le repo. Amis trolls du soir, bonsoir, sortez le popcorn. Effectivement, il y a un petit drama. Alors, c'est un petit drama parce que des dramas, en fait, dans WordPress, on est habitué à en avoir, hein, comme de partout d'ailleurs, comme dans toutes les communautés open source. Coucou nos amis, vraiment nos amis de Joomla d'ailleurs, qui en ce moment naviguent un peu à vue. De notre côté WordPress, finalement, en fait, on est retombé dans un truc un peu classique, parce qu'on a déjà eu le cas plusieurs fois, avec une extension disponible sur le repo, qui était gratuite, qui était développée par un développeur ou une développeuse comme toi et moi, et qui finalement avait mis son extension sur le repo. Cette extension elle permettait de gérer son avatar personnalisé, et ça servait notamment, si tu as un BuddyPress ou n'importe quelle autre extension de gestion de membres, du coup, tu pouvais permettre à tes visiteurs, à tes membres, d'éditer leur avatar et de mettre leurs photos. Jusque-là, rien de précis, c'est une extension tout à fait basique, hein, vraiment, c'est user meta, etc., c'est stocké à l'intérieur. Super. Sauf que du coup, en fait, une société a fait une proposition, j'imagine pour le moins alléchante, à cet auteur d'extension pour lui racheter son extension. Offre qui a été acceptée, a priori, on n'a pas les détails, c'est pas quelqu'un de forcément hyper connu dans la communauté, mais il faut savoir quand même que l'extension était quand même très appréciée puisqu'elle avait 400 000 installations actives. 400 000 installations actives, c'est pas mal, c'est vraiment même bien. Et du coup, après ce rachat, on va se dire, du coup, ça va continuer l'extension va continuer à être développée, peut-être intégrée, comme les rachats dont on parlait tout à l'heure de Liquid Web, etc., intégrer
un catalogue d'extensions, etc. Peut-être une version premium qui permet d'aller plus loin. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui a été fait, puisque la société qui a fait ce rachat, du coup, a remplacé l'extension par une autre extension qui, du coup, proposait un système de gestion de membres, mais complet, en fait, finalement. Alors, complet, pas tout à fait, parce que c'était la version light de l'extension de gestion de membres. Et finalement, en fait, cette extension de gestion de membres, elle était assez limitée. Elle présente, du coup, en back-office plein d'encarts permettant d'acquérir la version premium, qui, en fait, existait déjà avant, en fait, finalement, voilà. Qui permet du coup d'avoir vraiment une gestion un peu à la BuddyPress. C'est un concurrent de BuddyPress qui est gratuit d'ailleurs, au passage, et d'ailleurs développé par l'équipe de développement de WordPress, grosso modo, BuddyPress. Voilà, c'est un peu la même chose finalement. Et donc, non seulement il y avait la gestion d'avatar, mais en fait, c'est carrément un outil de gestion de membres qui était disponible. Donc, imaginez la surprise des gens qui tournaient déjà sur BuddyPress, qui avaient cette extension de gestion d'avatar, qui ont cliqué sur mettre à jour, voire qui ont eu une mise à jour automatique, et qui se sont retrouvés du coup avec une extension complètement en doublon de gestion de membres dans leur back-office. Donc, ça a fait pas mal râler la communauté. Il y a eu un article sur VP Taverne assez récemment, mais même un peu avant, déjà, ça en discutait. Et ça pose la question, effectivement, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Pour être tout à fait franc sur le sujet, en fait, ils ont tout à fait le droit de faire ça. C'est dans les guidelines du repo. L'auteur de l'extension peut faire ce qu'il veut dans la mesure où il respecte les guidelines, etc. Et il peut changer complètement, finalement, faire évoluer son extension, etc. Après, il y a une question déontologique, bien sûr, en tant qu'éditeur d'extension. Est-ce que tu peux changer du tout au tout une extension comme ça? Et puis, bien sûr, ça a été un vrai raz-de-marée contre l'éditeur de cette extension, contre cette société. Mais bon, après, derrière, alors il s'est excusé d'ailleurs. Il y a une personne qui s'est excusée publiquement. Donc, c'est très bien, faute avouée à demi pardonnée, comme on dit. Cela dit, en fait, quand on fait le calcul, sur 400 000 installations actives, si tu récupères 1% vers la version premium parce qu'il y a 1% de personnes qui sont intéressées, en fait, tu es déjà gagnant. Donc, effectivement, il y a un vrai marché de rachat d'extensions. Ça a déjà été le cas et on en a parlé dans un précédent podcast, je ne sais plus lequel, c'était il y a un petit moment, sur la récupération de l'extension Dark Mode, qui a servi du coup à faire un truc qui fait tout sauf du mode sombre d'ailleurs. Qui a été racheté. Et puis, on peut citer le cas de Yoast, qui avait racheté Duplicate Post. À l'époque, qui avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il y avait eu ce gif animé dégueulasse, il faut bien dire, affiché dans le back-office. Après, Yoast, de son côté, n'avait pas changé d'un poil, finalement, les fonctionnalités. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était ajouter cette bannière. Ils s'en étaient d'ailleurs platement excusés parce que, clairement, c'était vraiment dégueu sur les sites des clients. Cela dit, c'est pas le même niveau. Là, ici, l'idée, c'est vraiment de vendre un truc à travers un changement complet sur une extension, ce qui est un peu limite de leur part. Intéressant, c'est de racheter Hello Dolly, du coup, non? Ah ouais, effectivement, sauf que je pense que le développeur de l'extension n'a pas beaucoup de besoin d'argent, je pense. Ça... Non, je pense pas non plus. Ouais, je vais chercher autre chose. Il va être dur à convaincre. Bon, merci en tout cas d'avoir improvisé sur ce sujet. Alexandre, bienvenue sur notre podcast. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas te présenter un peu pour qu'on connaisse un peu ton parcours, le pitcher rapidement. Puis effectivement, on va parler newsletter puisque tu représentes ACI Mailing. Comment tu prononces? Chaque fois, je pose la question. ACI Mailing. Voilà. Et puis, dans les petites news, du coup, ça m'a fait penser à quelques questions, et notamment les liens avec Gutenberg. On en parlera par la suite. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Alors, personnellement, effectivement, je suis maintenant responsable de l'activité Assimiling. En fait, Assimiling, c'était à la base un projet Joomla. En fait, ça fait 10 ans qu'on existe et on était de base sur Joomla. On est en fait l'extension numéro 1 de newsletter sur Joomla. Je crois qu'on est même la 3e meilleure extension sur toutes catégories confondues. Et il y a 2 ans, en fait, on a décidé de se porter sur WordPress
pour la simple et bonne raison que l'activité de Joomla et le trend de Joomla était, disons, commençait à aller vers le bas et n'est pas très rassurant. Grand bien nous a appris d'ailleurs au vu de ce qui se passe et de comment ça s'est tramé actuellement. Et donc, du coup, voilà, quand on est passé sur WordPress, moi, je suis passé, de base, j'étais dev. Donc, j'ai commencé mon stage chez Assimiling. D'ailleurs, la société s'appelait Asiba et notre plugin s'appelait Assimiling. Et j'ai commencé dev il y a donc 8 ans. J'ai fait un stage, alternance. Et derrière, de fil en aiguille, j'ai récupéré la gestion totale de l'activité sur le projet. Donc, plutôt cool. C'est ma seule entreprise, c'est ma première boîte et Assimiling, c'est un peu le petit bébé, puisque quand je l'ai pris, comment dire, c'était un projet qui marchait bien, mais on était deux, j'étais le premier employé. Et puis maintenant, ça a bien tourné et on a même été racheté il y a maintenant 5 ans par une agence lyonnaise qui s'appelle Jetpulp. Je pense que ça peut peut-être vous parler. Et puis à ce moment-là, voilà, j'ai récupéré la gestion du projet et c'est garder le bébé par rapport à la personne qui avait fondé le projet et qui m'avait fait grandir dessus. C'est top. Et du coup, on parlait d'acquisition tout à l'heure. Donc, pour le coup, ça a été une acquisition où la force de travail, etc., a été conservée et l'historique du projet a été conservé, du coup. Très clairement, il n'y a eu absolument aucun changement, que ce soit en termes d'effectifs. Alors, la personne qui était à la base du projet, forcément, a eu 1 an d'accompagnement et après elle est partie. Mais les effectifs sont restés inchangés. La vision de l'entreprise et la façon de voir les choses n'a pas bougé. Et en fait, concrètement, on n'a jamais communiqué dessus. Il n'y a personne qui le sait, à part, disons, quand on en parle. Et personne n'a jamais rien remarqué sur cette bascule en termes de service ou de fonctionnalité ou quoi que ce soit. Et c'est une belle histoire tout ça. Et du coup, le virage WordPress, donc ça a été vers quelle année? Enfin, il y a combien de temps? Alors, ça va faire 2 ans. C'était en décembre 2018. Donc, ça commence à faire un petit peu. Ça fait un peu plus de 2 ans. Pas très simple, forcément, parce qu'on a déjà un peu des mastodontes en face. Mais intéressant parce que on a un plugin qui maintenant fonctionne sur les 2 CMS. Donc, ça veut dire qu'on a une version équivalente en termes de fonctionnalité, de look, de design, etc. sur les 2 CMS. Donc, c'est bien parce que ça permet d'avoir vraiment un peu des types d'utilisateurs différents, des visions différentes et donc des idées et plein d'énergie différente qui vient un peu de tous les côtés et c'est assez intéressant par rapport à ça, ouais, très clairement. Vous étiez combien sur le portage et combien de temps ça a pris? Alors, sur le portage, on a été, en termes de dev, je vais parler, il y a 4 personnes qui ont travaillé dessus. L'idée, c'est que ça nous a pris à peu près 8 mois. La raison, c'est qu'en fait, on en a profité de se dire on va sortir. En fait, on avait une version qui était uniquement sur Joomla, qui fonctionnait que sur Joomla et dépendante de Joomla. Donc, du coup, on a cassé toutes les dépendances à Joomla et derrière, on en a profité pour refaire tout le composant de zéro. Donc, ça veut dire qu'on a repris toutes les interfaces, on a repris toutes les fonctionnalités pour les améliorer, parce qu'on traînait un peu des fonctionnalités qui ça allait, ça fonctionnait. Néanmoins, ça commençait à devenir du code et des designs et des interfaces qui commençaient à avoir 5-6 ans. Et il était temps de les changer, de remettre un petit coup de jeune. Donc, on a tout repris de zéro. Donc, de reprendre un projet à vide et ça nous a pris à peu près bien 6-8 mois, ouais, facilement. Et aujourd'hui, là, ça représente quelle part de marché pour vous, WordPress? Alors, WordPress par rapport à Joomla, c'est très peu pour l'instant, pour 2 raisons. La raison première, c'est que ça fait 10 ans qu'on est sur Joomla, donc forcément, on a une base de clients qui est un peu monstrueuse. WordPress, le projet avance bien, mais c'est un peu difficile, notamment sur le fait de se faire connaître.
pour plusieurs raisons, notamment parce que déjà, il y a effectivement des gros concurrents en face. Enfin, concurrents, j'aime pas ce mot, mais il y a des gens qui font la même chose que nous et qui font des choses qui sont très bien. Et forcément, quand il y a des extensions avec 200 000, 400 000 installations, etc., nous se présenter avec des 2000, 5000 installs, c'est difficile. Première chose. Et puis, je pense on souffre beaucoup aussi du manque d'événements. On a fait le WordCamp à Berlin, Europe, où on était passé déjà, c'était le tout premier événement qu'on faisait. On est venu un peu discuter, rencontrer tous les Français qu'on a pu trouver. Moi, j'avais pris la liste de tous les sponsors, de tous les comptes Twitter qu'il y avait, où il y avait des Français. J'avais essayé d'envoyer des messages un peu à tout le monde pour juste venir un peu découvrir, rencontrer des gens, aller à la rencontre de la communauté. Mais on n'avait pas été sponsor. Et on s'était dit, les prochains WordCamp, on est sponsor, on se met sponsor. Et puis, entre-temps, il y a un petit facteur externe qui est venu contrecarrer tous les plans. Donc, c'est un peu difficile sur WordPress d'aller de l'avant et de continuer à vraiment se faire connaître. Il y a la découverte de la communauté qui est peut-être un peu différente de celle de Joomla. On a pu voir quelques articles sur Assimilink ces derniers temps. Donc, tu as passé le pas et tu commences à dire, bon, allez, faut aussi savoir parler de soi pour… Bien sûr. pour C'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je suis sûr de ce qu'on fait. Je suis sûr que l'extension qu'on a est quelque chose qui fonctionne, qui est de qualité, parce que forcément, quand ça fait 10 ans que ça existe, avec beaucoup d'utilisateurs, on a eu des retours, on a eu des choses qui potentiellement plaisent. Maintenant, le gros point, c'est effectivement de se faire connaître et on en parlait avec des collègues et je leur disais peut-être qu'en dessous de chez moi, il y a quelqu'un qui est en train de créer un système d'exploitation qui va être révolutionnaire. Mais s'il n'en parle pas, s'il ne va pas sur les forums, etc., pour en discuter, peut-être que c'est le projet le plus dingue de l'histoire, mais qui restera dans l'appartement en dessous de chez moi parce que ça ne sortira pas. Et malheureusement, en tant que personne, j'ai un peu du mal à effectivement être cette personne qui va aller contacter tout le monde, envoyer des mails à tous les blogs, essayer de démarcher à gauche, à droite pour demander si on peut parler de notre plugin. J'étais parti du fait de se dire on va faire de la qualité va payer, mais c'est pas si simple que ça. C'est un peu le monde des bisounours. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas, effectivement, enfin pas mal d'agences de freelance qui font du travail incroyable et que personne ne connaît. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à Sébastien Serre. Salut Seb, parce que c'est Seb qui m'a demandé du coup de parler d'Assimilink parce que c'était mérité. Et du coup, je suis ravi que tu sois là parce qu'effectivement, je pense que c'est mérité. Une extension, alors même si c'était un module Joomla avant, qui existe depuis 10 ans, c'est quelque chose forcément, effectivement, qui a… Non, mais je veux dire, il y a quand même une expérience derrière et j'imagine que derrière, d'ailleurs, je préfère être honnête, je n'ai jamais testé Assimilink et je vais réparer cette erreur très rapidement. Pas de souci. Mais voilà, effectivement, une extension qui existe depuis 10 ans, même en tant que module Joomla, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Vous avez sûrement eu plein de retours, une grosse expérience. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'extensions en fait, de gestion de newsletter côté WordPress et ces 10 ans d'expérience, en fait, finalement. Même si de votre côté, c'était côté Joomla, ça restait le monde de l'open source. Ça restait des choses qui sont très comparables. Joomla, c'est quand même nos cousins, quelque part, dans WordPress. Et la plupart, je crois que Eddy, tu as testé l'écosystème Joomla. Je viens de la communauté Joomla, oui. Bah ouais, non, mais je veux dire, c'est des cousins, c'est complètement perméable et effectivement, c'est tout à fait logique que des extensions puissent être portées d'un système à l'autre. On a vu qu'il y a eu un travail de l'équipe de Drupal, par exemple, qui s'intéressait à Gutenberg pour le porter côté Gutenberg sous la forme d'un module. Pourquoi pas, en fait, clairement, il n'y a aucune contre-indication à avoir ce genre de démarche, en fait. Tu as raison de souligner l'expérience, JB, parce que, alors, en dehors du e-commerce, je trouve que s'il y a une extension qui est critique, c'est bien tout ce qui touche les mails. On peut le voir chez nos clients. On peut éventuellement arrêter leur site web pendant 1 heure, mais si tu arrêtes leur mail pendant 1 heure, c'est la catastrophe aujourd'hui, c'est la panique totale. Donc là, vous êtes garant plus ou moins d'une distribution de mails.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet un peu vaste, et puis aussi de savoir comment vous, donc j'imagine depuis 10 ans, pour la plupart des gens qu'on a reçus qui créaient des extensions, donc ce n'est pas ton cas, mais c'était tout d'un coup se dire, oh punaise, il y a un SAV à assurer derrière, même si l'extension elle est top, il y a toujours des questions, il y a toujours des gens qui vont poser, qui ne savent pas paramétrer, etc. Donc comment vous faites chez Assimiling? Alors, ça a toujours été notre, je pense, point principal et sûrement notre meilleur point. Je pense que c'est le support client, au sens où on a toujours le créateur d'Assiva et donc d'Assimiling a toujours été quelqu'un qui a toujours été très généreux sur ce point-là, au sens où la philosophie de la société, c'est et ça sera toujours on aide les gens. Et même si c'est des versions gratuites, même si c'est des gens qui potentiellement prennent beaucoup de temps, nous font passer beaucoup de temps pour les aider, c'est pas grave, on y va, on les aide et on rend les gens heureux et on rend les gens contents. Et ces gens, nous les rendrons. Moi, je continue à penser et à aller dans ce sens-là. Pour moi, toute l'énergie et tout ce que tu vas donner aux utilisateurs, ça reviendra à un moment ou à un autre parce qu'ils en parleront, parce qu'ils diront qu'ils sont contents, etc. Et ça se voit un peu à l'heure actuelle sur WordPress, où tous les retours qu'on a sur WordPress sont juste des gens qui nous disent waouh, le support, c'est super bien, ce que vous faites, c'est top, etc. C'est super agréable, vous répondez à tous les tickets en moins de 24 heures, etc. Et c'est, je pense, un gros point, un gros avantage qu'on a sur ce sujet. Après, comme tu le dis, envoyer des newsletters, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées et qu'on ne maîtrise pas. Pour la petite histoire de base et jusque-là, en fait, ce n'est pas nous qui nous occupons de l'envoi d'emails. Ce qu'on va permettre de faire avec Assimiling, c'est qu'on va permettre aux gens d'envoyer des emails soit en se connectant à un service externe, par exemple un Sendinblue, un SendGrid, un Mailgun, etc., soit se connecter à un SMTP, soit envoyer avec leur propre serveur mail sur leur propre serveur mail. Ce qui fait qu'on n'est pas garant, entre guillemets, de la délivrabilité des emails, ou quand, par exemple, quelqu'un qui utilise Sendinblue pour envoyer ses emails me dit mes emails ne sont pas reçus, je ne comprends pas, on a la faculté, la possibilité de dire allez voir Sendinblue ou contacter Sendinblue parce que c'est eux qui savent ce qui s'est passé. Nous, on a envoyé le message à Sendinblue en disant il faut envoyer cet email à telle personne. Sendinblue me dit ok, c'est bon, on va le gérer. Si l'email derrière n'est pas envoyé ou n'est pas reçu, potentiellement, on a ce biais-là. Bon, forcément, on passe beaucoup de temps d'abord à chercher de notre côté, à essayer d'aller voir leur configuration, essayer de leur demander. On a toute une fiche avec plein de questions où on sait que voilà, c'est est-ce que c'est pas dans les spams, est-ce que vous n'avez pas reçu un rebond qui vous dit que l'email n'a pas été délivré, etc. Mais on n'a pas encore la responsabilité de l'envoi des emails et la gestion d'envoi des emails qui demande un travail énormissime si on voudrait le mettre en place. Bien sûr. Et du coup, comme vous ne gérez pas l'envoi, comment vous faites pour les statistiques? Vous interrogez aussi des API ou c'est vous qui Alors, avez non, en fait, les liens qui sont intégrés dans les newsletters sont des liens qui passent par le site de nos utilisateurs, puis après renvoient vers le lien final. Ce qui veut dire que, par exemple, si pour les statistiques, si un de nos clients met un lien vers Facebook, en fait, c'est un lien qui va passer par le site de notre client et qui ensuite va aller sur Facebook. Ce qui fait qu'on a aussi ce gros avantage qui est que toutes les données qui passent et qui transitent via Assimiling restent sur le site des clients. Nous, on a accès à absolument rien du tout. On ne sait pas combien d'emails sont envoyés, on ne sait pas qui a cliqué sur quoi, on n'a aucune info. C'est tout dans le site du client, ça part du site du client, ça y reste. Et du coup, côté RGPD, les gens nous disent comment ça se passe pour les données que vous collectez. On leur dit, en fait, on n'en sait juste rien de ce qui se passe sur votre site. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu alors nous faire ton pitch aussi, nous vendre cette extension et nous dire un peu les features,
peut-être que vous avez qui peut-être n'existent pas ou sont meilleurs que chez la concurrence. J'utilise le mot quand même. Tu vas me mettre en difficulté, là. C'est le point où j'ai du mal à me mettre en avant. Non, je pense que le point le plus critique et le plus, disons, qui est un peu quali par rapport aux autres, c'est le tarif. On a quelque chose une solution qui coûte, la version la plus chère coûte 90 € à l'année. Donc, ça représente à peu près du 7 € par mois. Oui, c'est rien. Ce qui fait qu'on a derrière pas de limitation en nombre d'emails envoyés et en nombre d'utilisateurs ou en termes de fonctionnalité, en termes de quantité. Les gens font un usage illimité. On a des gens qui ont 1 million de newsletters envoyés par mois, etc. Ils ont une utilisation intensive et ça reste un prix fixe qui est de 90 € sur notre version la plus chère. Ça, je pense que c'est un gros avantage cumulé au support client ou dans tous les cas, quand il y a un problème sur la Simailing, version gratuite, version payante, etc., on aide toujours les gens et on passe toujours du temps à aller essayer de les aider et de leur donner un peu des pistes. Alexandre a parlé 2 fois du support, même peut-être 3. Je voudrais quand même juste préciser pour ceux qui suivent le Slack, WordPress FR le savent déjà, mais Alexandre participe énormément au Slack et c'est vrai que ça, c'est quand même assez admirable. Tous les éditeurs, évidemment, ne le font pas, c'est clair. C'est même presque des fois gênant en se disant non mais va voir le support plutôt qu'embêter les gens personnellement sur Slack. Voilà, je pense que c'est vraiment il y a un gros taf là-dessus. J'ai jamais été client jusqu'à présent, ce qui va sans doute un peu changer. Il va falloir tester un peu tout ça parce que ça donne envie, mais clairement on sent une vraie envie en fait d'accompagner l'utilisation de l'outil, quoi. L'idée, c'est qu'effectivement, si on est là, c'est grâce aux gens et c'est grâce aux utilisateurs. Et forcément, on se doit de leur rendre et de pas. Je déteste la politique de tu payes si tu veux de l'aide ou tu me donnes de l'argent si tu veux. Moi, je suis plus partie de la politique de je t'aide et si tu es content, tu vas venir chez moi et tu vas être content d'être client chez nous, plutôt que je te force à être client et puis après, tu verras si tu es content ou si tu n'es pas content. Ça, c'est la base un peu de la réflexion qu'on a. Après, en termes de fonctionnalité, pour revenir sur le sujet, on a beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent à ce qui se fait sur d'autres plugins. Disons que je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier à des plugins comme The Newsletter plugin ou toutes les autres qui sont simplement par exemple, il y en avait un plugin MailChimp qui existait depuis un bon moment, il y a un Sendingblue, qui sont, disons, juste des plugins qui sont des connecteurs vers des services externes. Qui ne sont pas des vrais plugins pour moi de gestion de newsletter. Du coup, la comparaison, c'est plus MailPoet, non? C'est ça. MailPoet, dessus, ils ont quelque chose qui est forcément très, très poussé en termes de fonctionnalité. On a globalement les mêmes fonctionnalités que sur MailPoet. On a une gestion des envois des newsletters, les relances paniers, les newsletters automatiques qui partent, par exemple, toutes les semaines avec les 5 derniers articles qui ont été créés sur le site, les 5 derniers produits qui ont été mis en vente. On a un formulaire pour créer les pop-up d'inscription sur le site. Donc, on a un système avec un drag and drop. On peut changer, visualiser le rendu de la pop-up sur ce que donnerait la pop-up sur le site en direct. Donc, on change les boutons, les couleurs, etc. Il y a un éditeur visuel qui est plutôt très cool. Derrière, on a tout ce qui est automatisation, gestion des rebonds. Par exemple, quand il y a des emails qui reviennent en disant l'utilisateur n'existe pas, etc., pouvoir faire des actions automatiques dessus, donc peut-être le renvoyer un email pour tester, peut-être le bloquer, l'inscrire à une liste spécifique, etc. Donc, on a un peu tout ce qui est ces actions marketing, j'ai envie de dire. Et un outil qui est plutôt cool aussi, qui fonctionne bien, c'est le mail tester. Donc, on est intégré et historiquement, on a toujours été intégré avec cet outil qui permet d'envoyer un email et derrière de recevoir une note qui va permettre de définir si l'email risque d'être considéré en spam ou pas.
Donc, c'est une note sur 10 avec des conseils, plein de lignes expliquant comment ça peut être amélioré pour éviter d'être considéré comme spam. Très bien. Et il y a beaucoup de gens qui doivent te poser la question sur les mails transactionnels de WordPress. Est-ce que vous avez vous pouvez avoir une action là-dessus ou pas? C'est ça. Alors, Alors, on a préciser ce que c'est qu'un mail transactionnel, si tu peux, Alexandre, en introduction. Oui, tout à Ouais, fait. alors pour moi, les mails transactionnels, c'est tout ce qui va partir j'appelle ça une relation 1-1 avec l'utilisateur. C'est des emails de confirmation d'inscription, de relance de mot de passe, reset de password, qui est effectivement tous ces emails qui vont partir pas en masse, mais juste pour une personne à un instant T suite à une action. On a effectivement un système je sais pas le mot français, mais d'override ces emails qui permet en fait de customiser ces emails et de prendre le pas sur ces emails. Donc, C'est concrètement, surcharge en français. ouais, c'est ça, surcharge. Et on va pouvoir le faire avec les emails de WordPress, les emails de WooCommerce également. Donc, c'est-à-dire pouvoir me dire j'ai mon thème et mon thème, je vais l'appliquer sur tous les emails qui partent par exemple de WooCommerce pour dire voici votre commande est bien confirmée, votre commande a été créée ou voici votre lien pour réinitialiser votre mot de passe. Là-dessus, on va pouvoir le customiser et utiliser notre éditeur drag and drop qui va pouvoir nous permettre de rajouter des images, du texte, des gifs, des liens, etc. et son propre thème à ces emails qui de base sont, il faut le dire, un peu vilains et un peu simples. D'accord. Et tu parlais de template, justement, alors j'ai deux questions. Est-ce que vous avez déjà une bibliothèque de templates comme la plupart des extensions qui proposent ça? Est-ce qu'après, il y a un système, parfois, on en a quelques-unes gratuites et puis on en achète d'autres. C'est quoi votre bibliothèque, vous? Votre catalogue? On en a effectivement des très basiques qui sont en place. Et on a forcément aussi un pack de templates additionnels où je crois qu'on a une vingtaine de templates dedans qu'on vend 20 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, on n'a pas mis des tarifs exorbitants et on est effectivement en train de réfléchir à reprendre ces templates de base qu'on a dans ASI pour en rajouter des un peu plus sympas et d'en mettre 2-3 au goût du jour pour décliner des thèmes spécifiques, notamment peut-être la fête des mères, Noël, Halloween ou des choses comme ça qui pourront de fait être utilisées par beaucoup de nos utilisateurs. Et tu parlais aussi donc de l'éditeur Drag and Drop. JB parlait de Gravity Form tout à l'heure en disant tiens, ça ressemble un petit peu à Gutenberg. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que Simailing, c'est une sorte de version presque standalone, c'est-à-dire que ça marche aussi bien sur Joomla que sur WordPress et qu'il y a finalement très peu deux branches différentes avec quelques fichiers différents. Mais ouais, est-ce que vous avez été tenté par Gutenberg en se disant mince, il y a peut-être un virage, une révolution éditeur. Est-ce qu'il ne faut pas carrément intégrer l'éditeur Alors, je vais être très honnête, de base, on n'avait pas des masses d'expérience WordPress. On était sur Joomla, ça fonctionnait sur Joomla. Un jour, on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on se diversifie et qu'on passe à WordPress. À ce moment-là, on n'avait pas toute la veille, toutes les connaissances sur tout ce qui se passait, etc. Et notre premier réflexe a été de se dire, on avait quelqu'un qui était très bon en interne en tout ce qui était JS, etc. Et en fait, on a créé notre propre éditeur sur Assimiling qui nous permettait effectivement d'avoir ces mêmes interfaces sur Joomla et sur WordPress et ne pas avoir une dépendance à un éditeur Joomla ou un éditeur WordPress et donc du coup avoir des documentations différentes, des screenshots différents, des comportements différents entre les deux CMS. Donc non, on a un truc from scratch qui est créé par nous-mêmes et qui est géré par nous-mêmes. Oui, non, mais c'est complètement compréhensible, d'autant plus que là, pour le coup, on peut comprendre le fait de vouloir avoir en fait finalement une seule interface que vous maîtrisez de votre côté et qui sert aux deux CMS. C'est clair que effectivement, il y a un vrai enjeu de ce côté-là, justement en termes de support, etc. Et voilà,
Oui, et puis qui plus est, ça nous donne de la flexibilité sur les choses qu'on veut rajouter à l'intérieur. C'est-à-dire que on a voulu rajouter je sais pas, des bibliothèques d'intégration avec Jiffy, des choses comme ça. On n'a pas trop se casser la tête, on fait tout et comme ça, on le personnalise comme on veut, on l'adapte comme on veut et du coup, on a une flexibilité un peu plus conséquente sur le sujet, ouais, effectivement. Et peut-être dernière question, sauf si tu as après des choses à ajouter. On a parlé de ce SAV, de ce support, de la part de marché WordPress. Mais votre part de marché dans le monde, c'est-à-dire vous faites du support français-anglais, est-ce que ça fonctionne bien, par exemple, dans certains pays plus qu'en France? Alors, forcément, ça suit un peu les taux d'utilisation en fonction des pays, c'est-à-dire qu'on a d'Américains, on a beaucoup d'Allemands, un peu comme sur WordPress, donc c'est là où il y a disons, les populations qui utilisent le plus les CMS et qui sont le plus acteurs sur le sujet. Donc oui, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Allemands, et puis ouais, voilà, ça vient un peu du monde entier, une grosse part de Français aussi forcément. Donc support français, support anglais principalement. On a un niveau 1 qui est en anglais parce que c'est géré par quelqu'un qui nous donne un coup de main qui est en Croatie. Mais quand les emails arrivent en français et ou quand il voit que ça coince, qu'il ne peut pas échanger en anglais pendant tout le long ou qu'il n'est pas sûr de pouvoir gérer la conversation, il nous la signe directement et c'est nous qui prenons le relais et qui gérons tout en français. Historiquement, on avait aussi triché un peu aussi en disant que on faisait de base tout le temps nos emails en anglais, même si c'était des Français. La personne qui a fondé Aciba se disait que cela donnait une image un peu plus International. ouais, internationale et grande société, etc. Machin. Et il avait ça depuis ses tout premiers emails qu'il a reçus alors qu'il était que à des événements français, etc. Et il me disait, je suis sûr que ça a un effet, je suis sûr que potentiellement les gens ont l'impression de parler avec une grosse société ou quelque chose comme ça, alors qu'il était tout seul dans son salon à Lyon. Mais c'est quelque chose qu'on a pratiqué effectivement pendant un petit moment et maintenant on parle très souvent français quand il y a besoin de parler français. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandre. Si tu as quelque chose peut-être à ajouter ou peut-être on mettra bien sûr les liens dans l'article du podcast pour retrouver cette extension et la société. Tu es aussi, donc, ce que j'ai compris, sur le Slack FR. Tu vas te faire inonder de MP. Du coup, ah, c'est lui. Ok, c'est lui. Oh, ils le Bon, ça connaissent va. déjà tous parce qu'il intervient beaucoup déjà, Alexandre. Ouais, bon. C'est vrai que c'était un des leviers hors événement pour effectivement venir connaître un peu la communauté, discuter un peu avec les gens et puis lier forcément des contacts. Moi, je sais que j'aime bien parler avec les gens parce que ça permet toujours c'est ma manière de fonctionner même dans la vie, ça permet d'avoir des retours et une conversation toute simple avec une voisine peut te faire changer drastiquement des choses, des idées, des façons de faire et des façons de voir. Donc, effectivement, ça me fait plaisir et j'aime bien être un peu au cœur de ce qui se passe et de discuter un peu avec les gens. Je trouve ça super intéressant. Notamment, je peux remercier moi aussi Sébastien là-dessus, avec qui je discutais simplement de cette idée de parler d'assimailing et qui m'a dit, attends, j'ai l'idée, bouge pas. Et finalement, ça en a résulté de pouvoir être avec vous ce soir. Donc, Mais c'est c'est cool. bien parce que ça part justement voilà, d'échanges, comme tu le dis, et du coup, c'est très naturel. De notre côté, de toute façon, enfin, pour être aussi franc, on voulait faire un épisode newsletter. Malheureusement, du coup, malheureusement, heureusement, en fait, finalement, la personne qu'on souhaitait inviter, du coup, venait de se faire racheter, ce qui pouvait promettre d'ailleurs un épisode intéressant. Mais voilà, du coup, à la place de MailPoet, on a Assimailing et on est ravis, quoi. Oui, oui. Et puis pour la petite histoire, on est quasiment cousins avec MailPoet aussi parce que en fait, la personne qui a fondé Assimailing
est la personne qui s'était associée avec Kim pour créer MailPoet sur WordPress. Donc, il avait 2 projets et il avait Similink sur Joomla, MailPoet sur WordPress. Donc, moi, j'ai bossé et déjà été dans les bureaux avec Kim, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime pas utiliser ce mot concurrent ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de leur parler avec lui. Moi, l'idée, c'est pas de venir mettre de mauvaise ambiance ou utiliser des mots concurrents. Qu'est-ce que je fais mieux qu'eux, qu'est-ce qui machin. C'est de toute façon, pendant un moment, on avait hésité aussi à faire peut-être vous inviter tous les deux avec Kim. Et d'ailleurs, on passe un coucou à Kim au passage. Finalement, du coup, on a souhaité mettre un peu en avant Similink, qu'on connaît très peu de notre côté aussi. Mais ça demande qu'à changer. Et puis, mais c'est vrai que du coup, je suis persuadé que si on avait invité plusieurs acteurs des emails, de la gestion de newsletter, justement, la conversation aurait été tout aussi bienveillante, sans souci. Effectivement, et c'est un peu comme pour Joomla. On rigole, on dit ah non, tu viens de Joomla, etc. Moi, j'utilisais Speed perso avant WordPress. Voilà, tout ça, on est tous cousins. Voilà. C'est ça. Exactement. Tu parlais juste il y a quelques minutes d'échanger. C'est une très bonne transition puisque Simon va nous parler justement de ce qui nous manque vraiment, vraiment fondamentalement dans cette communauté, les meet-up, les WordCamp. Donc, on va commencer par le gros événement, donc le prochain WordCamp Europe, qui devait se dérouler à Porto, si je ne me trompe pas. Quand je dis qui devait, mais en fait, il se tiendra bien, mais en ligne du 7 au 9 juin prochain. À l'heure où je vous parle, le programme n'est pas encore disponible, mais il le sera peut-être quand vous écouterez ce numéro. Pour info, l'inscription est gratuite. L'organisation met en place en fait plusieurs vagues de tickets pour gérer l'ensemble des inscriptions. Et pour toutes les infos, c'est sur europe.wordcamp.org/2021 que ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être top, je pense. Voilà, il y a toujours des meet-up qui se font en visioconférence. Il y en a une à Genève, là, il n'y a pas très, très longtemps, je crois. Un meet-up à Genève, il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on va pouvoir recommencer à faire peut-être des bar camps, puisque de terrasse camp, très bientôt, je pense. Donc, renseignez-vous notamment sur meetup.com ou sur le Slack. Et puis, n'hésitez pas même à organiser. Récemment, il y a eu un meet-up à Nantes, un qui, je pense, est ce soir à Nice ou demain. Le meet-up à Nice est demain, en tout cas, parce qu'on enregistre pour info le 20 mai. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous l'écouterez, mais en tout cas, il sera déjà passé. Donc, le 21 mai, ce sera animé par Valérie Galassi et Julio Potier sur la sécurité de WordPress, les pratiques à adopter. Et le 18 mai dernier, c'était aussi Daniel Roch et Julio Potier avec comment contribuer à la sécurité de WordPress et sa communauté. Donc, tout ça, ça reste des meet-up. Et la vidéo est disponible en ligne du meet-up de Nantes, je crois. Et j'ai eu l'info juste avant de commencer l'émission. Du coup, donc, il y aura un prochain meet-up à Nantes avec Daniel Roch et Vincent Dubroc sur comment devenir développeur et contribuer à se former, qui aura lieu le 28 septembre de 14h à 16h et qui sera en ligne. Voilà. Donc, le 28 septembre Le 28 septembre, ouais. Ah ouais, ils s'y prennent à l'avance. Ouais, non, mais là, on va rentrer, juin, juillet, enfin bon. D'accord. Il y en aura peut-être un avant, mais pour l'instant, voilà, ce sera celui-là. Et du coup, moi aussi, j'ai une info exclusive, parce que du coup, je viens d'apprendre, moi aussi, juste avant de commencer, que a priori le 3 juin, mais vérifiez bien, parce que ça peut peut-être bouger, vu que ça vient d'être annoncé, d'être décidé, qu'il y aurait un meet-up à Montpellier, et du coup, j'aurai le plaisir de te présenter le futur de Gutenberg en visioconf. Le 3 juin, donc a priori, si ça bouge pas. Il faut que je monte très très vite ces podcasts pour qu'ils sortent avant le 3 juin. Et si vous avez l'information en retard, ça sera de la faute d'Eddie qui n'aura pas monté le podcast assez rapidement. C'est ça. Allez, du coup, j'enchaîne.
Allez, une fois n'est pas coutume, je vais parler un petit peu de l'agence Wood Unit. Si vous suivez un petit peu notre compte Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, vous avez sûrement vu passer de nombreuses offres d'emploi. Donc, il faut, si jamais vous connaissez du monde ou que vous êtes vous-même en recherche d'emploi, que vous êtes développeur, chef de projet ou Customer Happiness Manager, c'est-à-dire la relation client, il faut connaître faire un peu de commercial, un petit peu de technique. N'hésitez pas à envoyer votre CV. Vous trouvez les infos sur le site de Woodunit, woodunit.fr, sur le LinkedIn. Et venez rejoindre notre belle communauté aussi. On est de plus en plus nombreux et on se marre. Bon, on ne se voit plus en réel et ça commence vraiment à nous manquer, mais on se marre quand même. Également, pour news Wood Unit, si vous ne l'avez pas fait encore, inscrivez-vous à la newsletter parce que beaucoup de ces infos du podcast se retrouvent aussi sous forme de newsletter. Donc, on parle aussi d'autres choses. JB nous parle, par exemple, dans la dernière newsletter de son bilan du Translation Day. On n'a pas le temps d'en discuter là aujourd'hui. On va mettre en avant une extension et en discuter. Là, ce mois-ci, c'est le WP AB Testing, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est également sur le site de Wood Unit. Il y a des pop-up, vous allez la trouver facilement. Vous vous inscrivez et vous recevez ça une fois par mois ou même plus. Je ne sais même plus la cadence, ce n'est pas moi qui m'en occupe. En tout cas, toujours plein d'infos. On va se faire engueuler, mais on ne sait plus. Ouais, plein désolé, d'infos. Désolé, Tandor Emily, on a oublié. Ouais, c'est pas comme si on faisait partie de la team communication. Et, Oui. je couperai au montage. Je ferai, ouais, on coupe jamais après. Coucou. En tout cas, voilà, plein d'informations, toujours un petit mot pour rire et des infos WordPress. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Pile une heure, voilà. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir parlé de ton extension, des newsletters, de toi un petit peu. On a hâte de se retrouver sur des WordCamp. Donc toi, tu es sur Lyon? C'est ça. Tu es sur Lyon, ouais, il se passe vraiment beaucoup de choses sur Lyon. On a hâte d'un prochain WordCamp pour pouvoir te rencontrer en réel. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Merci Simon, merci Jean-Baptiste. Bonne terrasse à tous. Beaucoup. À plus. Merci Alexandre. Ciao.